Monsieur vont bien? Ouais, ça va. C'est meilleur, tu veux dire? On est d'accord. On s'est dit déjà vu en face. Ils arrivent, voilà. Ces mecs, Can turn a gray sky blue. You see, I can make it rain when I want to. Can build a castle from a single grain of sand. Yeah. See, I can make a ship sail on dry land, children, yeah. On a happy mind with all the powers that I possess, yeah. Girl, you can keep my destiny. Can't get next to you. Can't get next to you. I've been trying a long time. Can't get next to you. Don't know what to do. si vous voulez bien enlever votre bac, ce serait plus. Merci. Can fly like the bird in the sky. I can buy anything that money can buy. Oh, I can turn a river into a raging fire. I can live forever if my soul desire, yeah. I'm happy man, all the powers that I possess, yeah. Oh, you're the king,
Bonjour, je m'appelle Fabio Benedetti Valentini, je suis journaliste et j'ai couvert pendant plus de 10 ans la place financière de Paris pour l'agence Bloomberg. Merci à vous tous d'être ici aujourd'hui, merci à ceux qui nous suivent à distance et merci aux speakers, aux intervenants d'être ici malgré ce contexte extraordinaire. Nous allons, dans cette conférence, discuter de nos côtés une classe d'actifs qui est très vaste et qui regroupe bien sûr le private equity, la dette privée, l'immobilier. Ce terme non-coté peut paraître un peu lointain, un peu abstrait, difficile à cerner. Une catégorie par défaut, finalement, voilà, tous les actifs qui ne sont pas cotés sur des marchés réglementés, mais pensez-y un instant, c'est souvent du très concret, quelque chose finalement de très présent dans le tissu économique. Il y a des milliers d'entreprises financées par des fonds non cotés en France et en Europe. Et puis, je dirais même quelque chose de très présent dans notre vie quotidienne. Par exemple, vous prenez un TGV de Paris à Bordeaux, les 300 derniers kilomètres de cette ligne ont été financés et sont gérés avec le concours de fonds privés. Vous allez faire vos courses le matin chez Picard, acheter des surgelés. Picard est contrôlé par un fonds de private equity. Et puis, dans l'industrie de la gestion de patrimoine que vous pratiquez, le non-coté est devenu aussi incontournable en termes de prise de participation. On en voit, la liste est longue, de plus en plus de prise de participation, Cristal, RS, Mileis, Cyrus, dont le président fondateur est ici présent. Donc, vous le voyez, les exemples vraiment ne manquent pas pour montrer l'importance aujourd'hui, le caractère incontournable du non-coté dans la vie économique. Et quelles sont du coup les raisons de ce succès du non-coté et du private equity? Il y en a trois, notamment, bien sûr, des rendements financiers élevés. Le non-coté, sur le long terme, depuis 10, 20, 30 ans, voire plus, en moyenne, fait mieux que la bourse. Donc, le non-coté permet de battre la bourse. Ce n'est pas une petite raison. La deuxième raison, c'est les taux extrêmement bas que nous connaissons depuis quelques années. Et puis, en troisième lieu, le besoin de diversification des grands investisseurs institutionnels, que ce soit en France, en Europe et dans le monde. Et le résultat de tout cela, des levées de fonds qui ont été très importantes ces dernières années, ne serait-ce qu'en France, en 2019, le private equity a levé plus de 20 milliards d'euros et quasiment autant a été investi. Voilà, vous voyez, c'est une statistique assez impressionnante. On pourrait multiplier les statistiques finalement, mais bon, vous pourrez bien objecter, tout cela, vous savez, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, il y a le Covid qui est arrivé, peut-être que tout est vraiment bousculé, chahuté pour de bon. Et en effet, la question centrale aujourd'hui est de savoir si cet engouement pour le non-coté, c'est cette attractivité très forte que nous avons connue dans le passé, si elle va continuer dans ce monde caractérisé par des turbulences inédites. La pandémie, les populismes, il y a le Brexit, il y a bientôt des élections aux États-Unis. Je n'ai pas dit qu'un des candidats est populiste. Et puis évidemment, les défis posés par le changement climatique. Donc finalement, voilà, il faut bien se poser la question de quel va être l'impact de toutes ces menaces. Et pour aborder ce sujet, je suis entouré ici d'un panel de personnalités qui sont bien sûr évidemment expertes en matière d'investissement et de non-coté. L'objectif, c'est bien de vous donner des clés de lecture sur les tendances actuelles, et puis bien sûr aussi que ce soit un débat interactif. Vous pouvez poser des questions en fait en vous connectant sur le site Patrimonia, et c'est des questions qui vont s'afficher sur ma tablette que je pourrai poser à la fin du débat. On va laisser, s'il y a des questions, 10 minutes pour qu'il y ait vos questions, que ce soit interactif. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une consigne. Gardez vos distances de sécurité, portez le masque, et puis, quand vous parlez, on a le masque, donc il faut parler haut et fort pour qu'on nous entende bien. Je me tourne maintenant vers Éric Pinon pour une première question. Monsieur Pinon, vous êtes président de l'Association française de gestion financière qui fédère et représente dans le débat public l'ensemble des sociétés de gestion françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait de toutes ces turbulences, la pandémie, la récession très dure, cette crise sanitaire économique que nous vivons en France et dans le monde, est-ce que le non-coté continue à réunir et à proposer le bon mix d'ingrédients
pour les investisseurs, est-ce qu'il pourra continuer à jouer donc un rôle de plus en plus important et croissant dans les allocations de portefeuille, dans ce qui est le monde pendant la pandémie que nous continuons à vivre, mais aussi dans le monde d'après? Merci beaucoup, bonjour à tous. Tout d'abord, oui, je suis président de l'AFG et l'AFG a cette chance de couvrir, contrairement aux deux autres associations professionnelles, tous les acteurs, qu'ils soient dans le classique, on dit coté, mais on va dire dans la gestion classique, obligations actions, dans le non-coté et dans l'immobilier. Donc effectivement, merci de l'invitation de me faire participer ce matin aux côtés de mes amis Frédéric et Meyer qui reviendront sur pas mal de sujets. Je voulais juste vous reprendre un petit peu, Fabio, si je peux me permettre. Vous avez dit que le non-coté pouvait être par défaut une classe d'actifs. Ce n'est pas par défaut, c'est au contraire un complément d'une bonne allocation d'actifs. Je ne vais pas dire tout ce que Meyer va dire, parce que sinon il va me reprocher de l'avoir dit avant lui. Mais une chose est sûre, votre mot tout à l'heure par défaut me chatouillait un peu. Bien sûr, nous sommes là pour clarifier les choses, mais c'est vrai qu'au départ, on peut mettre dedans une liste assez longue d'actifs. Alors après le sujet, et c'est bien là où je veux en venir, pour répondre à votre première question et faire le début de ce partage, c'est que la vie, la vraie vie, n'est pas celle des sociétés du CAC 40. Alors certes, l'État met quelques milliards, je crois que le chiffre c'est 7 milliards pour sauver Air France, c'est peut-être une très bonne idée, moi j'ai pas d'avis là-dessus, j'en ai donné quelques commentaires au ministre de l'économie en lui disant que j'espérais pour lui que ça serait un bon placement, mais en tout état de cause, je pense que dans l'allocation d'actifs, et c'est le thème de notre matinée, dans l'allocation d'actifs, avoir toutes les catégories de placement est quelque chose d'essentiel. Et depuis que j'ai pris la chance, ou que j'ai eu la chance d'être élu à l'Association française de la gestion financière en 2017, donc ça fait donc maintenant un peu plus de 3 ans, après un deuxième mandat, ma phrase est depuis cette prise de fonction de dire que les sociétés de gestion ne sont pas des offreurs de produits, mais des offreurs de solutions d'épargne. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que vous l'avez connu il y a quelques années, quand je dis vous les auditeurs, qui sont effectivement les plus proches de la clientèle finale. Alors on est dans ce monde culturel, bon je suis vieux moi donc j'essaye de prendre les mots modernes, mais le B2B, le B2B2C, le B2C, je pense qu'on a fait beaucoup de travaux, les sociétés de gestion, et une grande partie de mes confrères ont tous fait des produits généralistes. Alors, je ne vais pas donner les noms des produits que vous connaissez tous, pour les avoir tous plus ou moins pratiqués, mais on faisait de la gestion d'allocation d'actifs qui avait 2 avantages. C'est celle de vous permettre d'avoir des spécialistes que nous sommes, nous, sociétés de gestion, sur le timing, sur le market timing, mais pas forcément toujours sur l'utilisation de ce qu'on dit dans notre jargon technique, souvenez-vous de ce mot, les sous-jacents, c'est-à-dire la nature des placements. Et je pense, pour être court et répondre à votre question et laisser la parole à mes amis, qu'aujourd'hui, le non-coté fait partie de cette globalisation de l'allocation d'actifs, avec un gros avantage, et là c'est le sujet que je suis en train de traiter, ce qui me vaut d'avoir été absent hier ici, alors qu'on soutient cette journée et ces 2 journées patrimoniales, c'est la prise en considération des placements des clients. Alors, vous n'avez pas sorti le chiffre, on va le sortir. Nous ne sommes pas encore à 100 milliards d'épargne consolidée, nous sommes qu'à 85 milliards. Et comme disait le ministre de l'économie, des finances et de la relance, puisque maintenant il a un 3e titre, c'est utilisons cet argent pour permettre le financement en haut de bilan. Et ça, c'est un point important que je veux absolument mettre en début, c'est que quand on parle du non-coté, il fut d'ailleurs une époque où on parlait en anglais du private equity. Alors en fait, le non-coté, ça fait pas que de l'equity, sous-entendu de l'action, mais ça fait aussi du fixed income, sous-entendu de l'obligation. Pour ceux d'entre vous, et vous êtes tous bien sûr très très au fait de la lecture des bilans et des structures de bilanciel d'une société, avoir de la dette, ça reste de la dette, avoir du haut de bilan et donc des fonds propres, ça permet de faire des choses. Et je pense que le non-coté permet à tous, et ça c'est mon message depuis quelques mois et voire quelques années, c'est que si la richesse de notre pays, si le rebond, la relance, pour prendre le mot actuel, puisque le rapport qui a été présenté par le Premier ministre, M. Castex, s'appelle France Relance, si la relance a lieu, et elle aura lieu, si on se démasque un jour, sans mauvais jeu de mots, on sera dans une situation où vous devez, vous, le bi-intermédiaire,
faire profiter vos clients finaux de cette relance. Et il y aura plus, à mon avis, à gagner d'aller sur des petites, moyennes entreprises. Alors, vous l'avez vu, certains de mes confrères qui ont des stands aujourd'hui vont vous parler des performances magnifiques de l'intelligence artificielle, de la partie magnifique de la technologie, de la partie magnifique sur la santé, celui qui va trouver le vaccin contre le Covid-19 ou la Covid, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, la Covid-19 sera super. Je vous dis juste, et je termine vraiment par cette phrase, utilisez au maximum en complément d'allocation, et nous allons y revenir, des outils qui vont aller beaucoup plus vite à la création de valeur et de moyens techniques pour les entreprises afin de permettre à vos clients d'avoir un meilleur rendement. Mais ça, mon ami Frédéric vous fera des commentaires sur ce sujet. Merci. Maintenant, une question pour Meyer Azoghi. Vous êtes président de Cyrus, groupe de conseil en gestion du patrimoine qui supervise près de 4 milliards d'euros d'actifs et qui a la particularité d'avoir une société de gestion immobilière et financière. La pandémie, M. Azoghi, a plongé l'économie globalisée et les marchés dans cette situation inédite que nous connaissons. Quels sont les effets réels déjà ressentis dans l'industrie du non-coté ? Qu'est-ce que vos clients vous disent ? Qu'est-ce qu'ils demandent ? Et puis, quelles sont, à votre avis, les conséquences de plus long terme ? Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'on peut dire du Covid et du non-coté pour des clients, personnes physiques qui sont les nôtres? Aujourd'hui, ils ne sont pas encore impactés puisque la part du non-coté dans leurs allocations d'actifs sont très faibles. Maintenant, il me semble que la Covid n'est qu'un effet révélateur de quelque chose qui existe depuis un moment. Et si on n'en parle pas, on va avoir du mal à parler de cette classe d'actifs. L'élément essentiel que nous vivons, ce sont ces taux d'intérêt négatifs et l'absence de rendement sans risque. Donc ça, c'est le fait pour moi générateur que le Covid ne fait qu'amplifier pour poser des questions sur le non-coté. Nos clients aujourd'hui, après avoir été extrêmement résilients, c'est ce qui est ressorti de tous les sondages qui ont été faits, pendant cette crise, en mars, avril, leur réaction n'avait rien à voir avec celle que nous avons connue pour la crise financière de 2008. Ils étaient moins inquiets pour leur patrimoine que pour leur santé. Du coup, ils se sont plutôt comportés de façon, j'ai envie de dire, plus rationnelle. Et beaucoup de nos clients nous ont dit c'est le moment d'investir. J'avoue qu'on en a même freiné quelques-uns, alors qu'en 2018, c'était courage, fuyons, allons vite nous mettre à l'abri. Donc après cette phase plutôt de résilience, aujourd'hui, moi, ce qu'on peut remarquer en tout cas au travers des clients de Cyrus Conseil, c'est que nous devons lutter contre un certain attentisme. Parce qu'à la crise sanitaire succède la crise économique et nos clients, au-delà du non-coté, se disent mais est-ce que c'est le moment de faire quoi que ce soit ? On a vu un sondage, je crois que 48% des épargnants français ne font rien parce qu'ils ont peur de se tromper. Donc nous avons un rôle très important d'accompagnement et j'ai envie de dire peut-être pour une fois les phénomènes de mode vont servir aux particuliers parce qu'on arrive à, en termes de timing, plutôt un bon moment parce qu'on sait bien que les meilleurs millésimes, que ce soit pour des actions cotées ou non cotées ou l'immobilier, c'est plutôt quand on les démarre en période de crise. Donc nos clients n'ont pas encore totalement réagi par rapport à cette classe d'actifs, ce qui est sûr que chez nous, en tout cas, quand on la propose, elle a un très grand succès, mais c'est aussi parce qu'ils étaient, entre guillemets, vierges de tout investissement, donc commencer à construire cette allocation, ils sont plutôt suiveurs, et aujourd'hui, il faut trouver ce storytelling, donc cette histoire à raconter, pas des histoires, une vraie histoire, en fonction de la taille du patrimoine, et nous nous efforçons de systématiser le non-coté. Donc, on ne parle pas de private equity, on parle de non-coté, parce que le non-coté, comme ça a été rappelé, sont 3 classes d'actifs, les actions, la dette et l'immobilier, notamment à travers notre filiale immobilière Eternam, nous en proposons. Donc, on le systématise dans une allocation d'actifs avec ce qu'on appelle, nous, un patrimoine cible. Donc, si on doit arriver à terme à 10%, on va commencer, je dis bien commencer, parce que le non-coté est une vraie classe d'actifs à part entière.
Donc il ne s'agit pas de dire si mon client a un potentiel de 100 000 euros ou d'1 million, je vais lui proposer un investissement dans une société non cotée ou sur un fonds. Il faut pouvoir diversifier comme on le fait sur des actions cotées. Donc on va avoir différentes typologies de la dette, de l'equity, de l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a encore des classes d'actifs. Donc l'idée de pouvoir proposer une allocation d'actifs qui va aller dans le sens de ce que recherchent nos clients. Je parle notamment des clients les plus fortunés. On aura probablement le débat de dire est-ce qu'il y a réellement une démocratisation, mais les clients les plus fortunés suivent cette stratégie en termes de proposition d'allocation d'actifs. Reste à savoir si on va pouvoir embarquer ou comment on va pouvoir embarquer le plus de monde. Donc vraiment, même si c'est tarte à la crème, nous, le conseil que nous donnons, c'est de diversifier cette classe d'actifs et ne pas aller en une seule fois sur un seul actif. Et on répond à la demande de nos clients qui est cette quête de sens. Là aussi, c'est dépensif, mais on le voit. On veut participer à l'économie du pays. On va peut-être pas aller jusqu'à dire c'est un acte citoyen, mais pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont cédé leur actif, ils ont un écho très favorable à cette classe d'actifs. Encore faut-il les préparer, leur expliquer et nous-mêmes nous muscler parce que je pense que nous avons encore besoin notre courbe d'expérience n'est pas encore au maximum comme elle l'est sur les autres classes d'actifs. Besoin de diversification, mais attentisme pour l'instant de la part de vos clients. Il y a de l'attentisme que vous constatez. Oui, de l'attentisme pour se dire mais est-ce que c'est le moment d'y aller? Encore une fois, c'est difficile parce qu'on généralise. Tout dépend des clients qui sont investis ou pas investis, mais avoir quelque chose à raconter. C'est évident, quelqu'un qui est attentiste, c'est pas avec du fonds en euros qu'on va lui faire franchir le pas. De toute façon, on ne peut déjà plus investir à 100% sur du fonds en euros. Donc, pour lutter contre cet attentisme, parce que nous pensons qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire, ou alors d'en faire une stratégie, de dire oui, on laisse une poche sur laquelle on ne va pas agir. Notre rôle, moi, je ne vais pas dire que c'est de faire le bonheur de nos clients malgré eux, mais c'est quand même de temps en temps de pouvoir les bousculer, avoir une vision plus longue et les aider, parce que souvent c'est une crainte, les aider à traverser une eau qui est un petit peu trop fraîche pour eux, alors qu'ils ont eu le jacuzzi bouillonnant du fonds en euros depuis 40 ans. D'accord. Donc un changement culturel, quelque part. Monsieur Finot, je vais peut-être poser une question à Monsieur Stollard avant de vous passer la parole. Donc Frédéric Stollard, vous êtes fondateur, vous avez été fondateur et directeur général de Sagard. Et aujourd'hui, où vous avez en fait participé à la levée et supervisé la levée de plus de 3 milliards d'euros, je crois, pendant quasiment 20 ans. Et maintenant, vous êtes président de la financière Spartacus, qui lance Equinox, un fonds de private equity institutionnel pour le retail. Vous nous en direz un petit peu plus, je pense, au cours de cette table ronde. C'est intriguant. Mais alors, pour commencer, cet attentisme des investisseurs dont parle Meyer Azoghi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peu d'appétence et qu'il y a donc vraiment une ruée vers les supports d'épargne les plus liquides. C'est presque 100 milliards en fait de surépargne. Comment inverser cela ? Merci. Comment inverser cela? J'y travaille tous les jours, je n'ai pas la réponse magique. Mais je voudrais, Fabio, si vous me permettez, mettre quelques chiffres en avant pour cadrer les enjeux. Donc moi, j'ai piloté pendant 20 ans un fonds de private equity institutionnel. Donc nous achetions des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions d'euros, des ETI performantes. Et les financements venaient essentiellement d'une vingtaine de grandes familles industrielles francophones. Ces familles, aujourd'hui, leur taux d'équipement en private equity, donc je vais parler d'une sous-catégorie du non-coté, qui est le private equity. Et comme l'a dit Meyer, le private equity, c'est plusieurs classes d'actifs. Pardon, le private capital, le non-coté, c'est plusieurs classes d'actifs, dont le private equity est une des classes. Ces familles sont équipées aujourd'hui entre 15 et 40% en private equity, en pourcentage de leur patrimoine total. Pour ces grandes familles industrielles très sophistiquées, il y a très longtemps que le private equity est leur quotidien. Elles sont en moyenne équipées à 30% en private equity. Pourquoi? Pour une raison très simple. Le rendement historique des meilleurs fonds de private equity sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans est de 25%. Net de tout frais. La performance de cette classe d'actifs, éprouvée depuis 70 ans, est juste exceptionnelle. À l'heure où on se parle, le taux d'équipement de l'épargne aisée en France, celle qui est chez les CGP, celle qui est chez les banques privées,
et de moins de 0,5% en private equity. Alors, on parle beaucoup de private equity dans l'épargne. Il y a de la marge. Mais on est au tout début de l'histoire. Et Meyer participe à l'évangélisation. Il explique à ses clients pourquoi y aller. Il leur explique pourquoi des grandes familles y vont, pourquoi des grandes institutions y vont. Mais nous sommes au tout début de l'histoire. Je vais donner 2 autres chiffres. Vous épargnez sur du fonds euro. Rendement moyen à la classe d'actifs fonds euro aujourd'hui, 0,5%. Vous épargnez pendant 20 ans en fonds euro. Votre 100 va devenir 110. Vous investissez sur du private equity moyen de gamme, qui va rapporter 12% en moyenne pendant 20 ans. Votre 100 devient 1000. Si vous avez devant vous la durée, et on a tous pour une partie de notre patrimoine de la durée, vous n'avez pas besoin d'être investi à 100% en cash à tout moment, parce que vous n'allez pas tout dépenser à tout moment. Vous devez investir une partie de votre patrimoine en private equity. Nous sommes, à l'heure où on se parle, au tout début de l'histoire de l'équipement, du retail investor, dans le private equity. Alors vous posez une autre question, Fabio, en termes de timing. Comme on n'y est pas allé avant, est-ce que c'est maintenant qu'il faut y aller? Alors ça pose une autre question. Le private equity est cyclique par nature. Cette industrie, elle est cyclique. Donc je vais prendre l'exemple des bons fonds de private equity, ce qu'on appelle le premier quartile. Donc ce sont les 25% des meilleurs fonds. Ceux qui performent le mieux. Voilà. Les 25% les plus performants, tout à fait. Les très bons élèves. Les meilleurs fonds de private equity ont livré en moyenne sur 20 ans entre 22 et 25%. Dans les mauvais cycles économiques, 15. Dans les bons cycles économiques, 30. En moyenne, 22. L'histoire nous démontre, sur 70 ans de track record du private equity, que les meilleurs cycles pour investir, ce sont les 2 premières années de récession. On a 70 ans d'histoire et 5 cycles économiques gravissimes derrière nous. Je prends un pari avec vous. On se revoit dans 15 ans à Patrimonia 2035. En espérant qu'il n'y ait pas eu une autre pandémie. Hein. Mais vous savez, la pandémie, le monde, on a connu d'autres, Fabio. Le monde ne va pas s'arrêter. Covid s'arrêtera un jour. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner. La performance des millésimes 21, 22, 23 sera juste exceptionnelle. Donc, le monde du retail n'est pas rentré dans le PE à date, ou très très peu. Et pour ceux qui y sont rentrés, ils seront évidemment un peu impactés sur le stock. Mais pour ceux qui rentreront demain, que Meyer évangélise, qu'Eric évangélise également, qui soit un institut particulier, les retours des millésimes à venir seront remarquables. Donc je pense que Covid, finalement, en termes de timing, est une opportunité, puisque l'industrie du retail est très peu équipée. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Vous êtes d'accord, M. Pinon? Oui, complètement. Je vous rappelle des chiffres que vous connaissez tous, alors je n'en tire aucune conclusion, mais ce que Meyer a dit et ce que Frédéric vient de compléter, c'est qu'on est dans un problème post-Covid de trou d'air économique. Vous savez tous qu'on a vu ces statistiques qui sont toujours pour moi très étonnantes, c'est que les plus forts souscriptions ou les plus forts achats se font au plus haut du marché et les plus forts rachats ou ventes se font toujours au plus bas du marché. Je ne tire pas de conclusion de savoir si c'est vos clients qui ont peur et vous êtes obligés de le faire, si vous avez peur avec eux et que tout le monde a peur. Une chose est certaine, et je vais prendre ce challenge, d'autant plus que moi, dans 15 ans, je serai très très vieux, mais j'espère que je serai encore de ce monde. On est dans une situation où, oui, les millésimes, pour prendre l'expression que Meyer a utilisée, qui est mon truc, qui vont venir, sont des bons millésimes. L'autre point important, et là c'est les sociétés de gestion que je préside qui doivent changer leur comportement, on ne l'a pas dit, mais enfin ça a été évoqué, mais je vais le dire de façon très claire, qui dit solution d'épargne avec du non-coté dit durée d'investissement long. Et je pense que là il faut que vous soyez conscients que même les professionnels les plus aguerris ont toujours un problème dans ce qu'on appelle le mark-to-market. Le timing est toujours compliqué. L'avantage du non-coté, c'est que vous partez sur un projet d'entreprise, vous aidez parfois des startups, enfin tout ça, Frédéric le dirait beaucoup mieux que moi, et Meyer le vendrait certainement mieux que moi aussi, mais on est dans une situation où ça va être intéressant de vous voir vendre à des clients une vision long terme et non plus une vision court terme. Comme ça a été dit par Frédéric, et Meyer et moi sommes, je crois, 100% d'accord avec ça, sur un patrimoine, beaucoup de gens, malheureusement,
finissent avec un solde le jour de leur départ. Je parle de leur mort, bien entendu. C'est pas drôle, mais ça fait partie des questions qu'on doit poser à nos clients. Ils partent avec de l'argent. Cet argent, si elle a été placée trop prudemment pour des angoisses court terme, n'a pas rendu, et c'est les chiffres que Frédéric vient de vous donner, ce qu'elle devait avoir. Dernier point, et ce que Meyer a dit, et je crois que c'est important, il y a une époque, il y a quelque temps, on faisait, encore une fois, des produits patrimoniaux globaux. Depuis quelques années, on vend des labels ISR-ESG. C'est une philosophie qui était à la mode il y a 20 ans, qui devient une obligation aujourd'hui, ne serait-ce que pour la jeune génération. Et je pense que profiter de la labellisation relance, je vous parle de ça parce que ça va sortir. Oui, en quoi ça consiste? Vous pouvez nous aider à... Alors, c'est un label de plus, finalement? C'est un label de plus. Le mot est important. Ce n'est pas des produits en plus. Et je pense que là, pour revenir à la question de ce matin, côté non côté, il est préférable pour vous d'utiliser votre argent ou l'argent qui vous est confié en conseil de vos clients sur de la relance au niveau des entreprises qui ne sont pas aussi visibles que celles cotées. Alors, il ne faut pas faire que du non-coté ou du côté. Le sujet n'est pas là, c'est encore une fois une poche d'allocation. Mais le label relance, alors à l'AFG, nous avions lâché le mot avant les événements libanais, malheureusement. Nous proposions la certification par le mot CEDRE, qui voulait dire certification d'une épargne durable pour la relance de l'économie. Bon, depuis les événements libanais, même si on a contribué indirectement au financement de quelques projets libanais, c'est pas un lien. Mais ce que je veux vous dire sur la relance, c'est attention, oui, le non-coté aura cette chance et les produits qui vous seront proposés et que vous allez sélectionner ou que les sociétés de gestion que j'ai le plaisir de présider vont aller chercher sont des valeurs qui ont, et je reprends ce mot que je vous ai déjà dit tout à l'heure, besoin plus de fonds propres que de dettes. Je vous prends un exemple. Le fameux PGE, qui donc veut dire prêt garanti d'État. Je rappelle que c'est un prêt qui n'est pas fait par l'État, c'est un prêt qui est fait par les banquiers. Les banquiers ont 90% du stock qui est garanti si jamais il y avait un dépôt de bilan, mais il faudra un jour le rembourser. C'est d'ailleurs un problème. Monsieur le maire se bat pour que le taux soit très bas, pour que effectivement ça soit un peu plus long et tout. Je pense que vous avez plus à gagner, et vos clients avec vous auront plus à gagner sur de la gestion equity, et donc on revient à ce que Frédéric vient de vous dire, que sur de la gestion de dette. Et sur la gestion equity, côté non coté ne s'oppose pas, il se complète. Et encore une fois, la relance passera par du financement d'entreprise grâce à vos capacités, et je vais reprendre le mot de Meyer, de faire prendre, je ne supporte pas ce mot, non pas du risque, mais de l'exposition sur de la durée plus longue. Le mot risque est un mauvais mot parce qu'en marketing, dire à quelqu'un je vais te faire du risque, ça le fait courir tout de suite. Donc c'est de l'exposition long terme au profit de son rendement sur une période un peu plus longue que celle de l'observation court terme qui évite, et j'en reviens à ce que je disais juste avant dans le début de ma deuxième participation, c'est effectivement de faire du mark to market. C'est très compliqué. Après 42 ans de métier, je peux vous dire que même moi qui ai commencé en bourse, d'essayer de scalper, comme on dit dans notre jargon, les marchés, je n'y arrive pas, sinon je ne serais pas là. Enfin, je serais ravi de vous voir, je vous inviterai sur mon yacht ou sur je ne sais pas quoi. Je suis loin d'être arrivé à ça et je pense que je ne suis pas le seul. Et je pense que votre métier, c'est donc de faire prendre des positions longues au profit de financement long des entreprises pour la relance. Donc le PGE est effectivement en train de garantir de la trésorerie, d'apporter de la trésorerie aux entreprises qui en ont besoin, comme vous le dites, et c'est bien les banques donc, qui ont fait les prêts, bien sûr. Ces entreprises auront besoin de fonds propres et le private equity, le capital investissement, sera là pour évidemment aussi saisir des opportunités. Mais comment saisir aujourd'hui les pépites dans lesquelles investir et qui généreront donc le meilleur rendement et distinguer ces pépites de situations qui sont pas intéressantes finalement? Est-ce que tout le monde va aller vers la santé, vers la cybersécurité, des secteurs aujourd'hui qui sont porteurs du fait de la crise, et comment éviter d'aller tout le monde se ruer sur les mêmes, en tant qu'investisseur, sur les mêmes sujets, les mêmes pépites, et comment trouver du coup les bonnes opportunités? Déjà, vous parlez de non-coté, vous n'avez parlé que d'equity. Vous avez cité des secteurs d'activité qui sont dans de l'equity. Nous, chez Cyrus, cette année, par exemple, nous lançons un millésime sur de la dette, parce que, Eric vient de le dire, avec le problème de financement, nous estimons que les entreprises de taille suffisamment importante
et qui sont solides, bien évidemment, il ne s'agit pas de prendre une start-up, vont avoir du mal à emprunter auprès de leur banque et que c'est un excellent moyen de se financer avec des taux où on retrouve une rémunération du risque. Je ne voudrais pas réduire par rapport aux performances qui ont été annoncées par Frédéric. Bien évidemment, ce sont les vraies performances du non-coté des dernières années. J'ai juste envie de dire, faisons attention vis-à-vis de nos clients, ne vendons pas trop de rêves à 20%, même si le taux s'en est rapproché, pour plusieurs raisons. Ces performances sont celles d'institutionnels ou de très grandes familles, donc sur des volumes très importants. Nous, ce que nous allons devoir faire, c'est rendre accessible pour des particuliers de l'investissement qui jusque-là était réservé plutôt à des grandes familles ou des institutionnels. Donc on va le vendre par des petits tickets. C'est plus coûteux à gérer. Et puis il faut bien que nous soyons également rémunérés. Donc la rémunération du non-coté devra tenir compte de ces frais de gestion supplémentaires qui probablement seront de l'ordre de 2% par an, de plus que ce qu'un institutionnel peut avoir, mais en même temps il va avoir accès à quelque chose qu'il n'aurait jamais pu avoir. Nous avons eu la possibilité de créer un feeder. Donc c'est un fonds qui a permis de distribuer du fonds LBO d'Ardian, le fonds a levé 6 milliards, nous on a pu le distribuer par tranche, par ticket de 200 000 euros. Et les clients se sont jetés dessus. La différence, c'est qu'il y a bien évidemment des frais supplémentaires. Donc je voulais juste apporter cette limite. Ne vendons pas trop de rêves, et je pense qu'il faut toujours sous-promettre et surdélivrer, dire que le non-coté a un objectif de rendement de 10% si c'est de l'equity. Ça permet de répondre plus directement à votre question, Fabio. Sur de la dette, nous aujourd'hui, le fonds de dette que nous lançons, notre objectif cible est plutôt de 7%. Et là aussi, ne jouons pas aux apprentis sorciers en allant choisir pour des clients qui ne connaissent rien au non-coté des fonds spécifiques canadiens sur la recherche de je ne sais trop quel mérite que pourrait avoir je ne sais quelle molécule. Donc on doit construire une allocation et on doit, à mon avis, commencer par des stratégies core, c'est-à-dire des fonds suffisamment larges qui vont être eux-mêmes peut-être investis sous forme d'allocation d'actifs, comme vous le faites quand vous construisez une allocation d'actifs d'actions pour vos clients. Vous ne commencez pas par le fonds intelligence artificielle, vous allez peut-être prendre 2-3 fonds plus larges qui vont servir de base à vos investissements, et peut-être pour démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore le non-coté, moi j'aurais tendance plutôt à aller vers des fonds suffisamment larges, pas spécialisés. Et au fur et à mesure qu'on va construire une stratégie, on pourra épicer un petit peu plus sa cuisine, mais ne commençons pas tout de suite par mettre des choses un petit peu trop spécifiques, parce que derrière, on peut aussi se tromper. Donc n'allons pas trop vite en la besogne, commençons progressivement. Et la sélection, moi je pense qu'il faut la laisser à d'autres. C'est un métier, c'est une des limites pour nous, distributeurs CGP que nous sommes, c'est qu'il faut avoir des volumes pour pouvoir le faire. De la même façon qu'on ne s'improvise pas allocataire d'actifs en coté, eh bien, il va nous falloir beaucoup de temps, nous distributeurs, il faut dire ce qu'il en est, pour améliorer notre connaissance. Nous formons beaucoup nos collaborateurs chez Cyrus. Les responsables du pôle offres et services sont également en formation permanente sur des conférences qui sont faites sur le non-coté pour pouvoir s'imprégner, parce qu'encore une fois, c'est un vrai métier qui n'est pas le nôtre. Je ne pense pas qu'il sera un jour le nôtre, donc on doit pouvoir se faire aider. Mais là, la limite, c'est qu'il faut du volume, donc il faut pouvoir se regrouper pour pouvoir rendre accessibles ces fonds qui ne le sont pas aujourd'hui encore totalement. Et surtout, il y a un problème d'image, parce que les clients qui connaissent le non-coté l'ont connu au travers des fonds à réduction d'impôts, ISF, IR, etc., où, avec 4% de frais annuels minimum, c'était difficile de donner de la performance. Donc pour eux, ils assimilent encore non-coté à ces fonds fiscaux. Donc à nous de les amener par la grande porte avec un travail pédagogique important.
Oui, un travail pédagogique important, mais il y a Razoui qui peut encore faire pour, voilà, entre autres, faire comprendre que ce n'est pas que des questions fiscales, en fait, qui doivent inciter à investir de l'autre côté. D'autant plus qu'il n'y a aucun avantage fiscal, si ce n'est, on peut dire, une exonération de la plus-value hors CSG CRDS après 5 ans. Donc ce n'est pas ça qu'on recherche, c'est une diversification, une décorrélation de son patrimoine et cette quête de sens encore, de dire on sait où va aller cet argent, il va financer telle entreprise en dette ou des opérations immobilières, on pourra peut-être en parler plus tard si notamment il y a des questions. Frédéric Stollard, donc vous êtes en train de lancer donc un nouveau fonds. Vous allez vous orienter vers des secteurs spécifiques. Vous allez donner comment donc de l'accès au private equity à vos clients? Alors, je voudrais revenir sur un point, Fabio. On est au tout début de l'histoire du private equity dans le retail. Non, mais c'est un point très important. À l'heure où on se parle, Cyrus est avant-gardiste, et depuis de nombreuses années avant-gardiste. Il prêche avec Eric aussi. J'ai bien fait de venir. Hein. Je suis très admiratif parce que... On est gentil. Non, mais ça fait longtemps que Meyer et Eric prônent l'investissement dans le private equity pour les particuliers sur une partie du patrimoine, très en avance de phase. À l'heure où on se parle, les grandes banques privées aujourd'hui distribuent très peu de private equity. Donc la question, le particulier qui veut investir dans du private equity très performant, comment fait-il? Alors, il peut essayer d'acheter des boîtes lui-même. Ça n'est pas possible. Le gouvernement le propose aujourd'hui. Non. Il peut essayer d'acheter des boîtes lui-même. Donc, il peut essayer de concurrencer les fonds de private equity. Vous avez à Paris 150 fonds de LBO basés à Paris. Un particulier ne peut pas concurrencer 150 fonds armés jusqu'aux dents, équipés chacun de au moins 20 personnes. Ça n'est pas possible. Ensuite, un particulier peut essayer de rentrer dans un fonds de private equity tout seul. Deux questions se posent. Chez qui je rentre et comment je rentre? Vous avez aujourd'hui 22 000 fonds de LBO dans le monde. 4 000 lèvent de l'argent tous les ans. Comment choisir un fonds? Et comment rentrer dans un fonds? C'est très complexe. Les meilleurs fonds dont j'ai parlé tout à l'heure ont des tickets d'entrée d'au moins 20 millions. Et donc la question se pose, pour accéder à cette classe d'actifs très performante, qui est réservée à l'heure où on se parle quasiment à des très grands institutionnels et à des très grandes familles industrielles, comment peut-on faire? C'est la quadrature du cercle qu'on essaye de résoudre, Meyer le premier et d'autres le suivent. Et donc, j'ai créé un produit qui est un millésime de fonds de private equity pour permettre à des particuliers d'avoir accès à des portefeuilles. J'ai 25 personnes qui sélectionnent des fonds de private equity pour essayer d'identifier chaque année les 10 meilleurs gérants mondiaux de private equity sur 4000. Trouver les 10 meilleurs sur 4000 et pouvoir rentrer chez eux est un vrai métier. Et comme l'a dit Meyer, cette création de portefeuille millésimé est fondamentale parce que si vous n'avez pas de guide, si vous n'avez pas de Sherpa, vous ne pouvez pas rentrer. Donc aujourd'hui, nous essayons d'évangéliser sur les vertus de rentrer par des portefeuilles millésimés. Mais je reviens encore sur un point. À l'heure où on se parle, ces produits de private equity de grande qualité sont pratiquement inaccessibles et presque introuvables. Alors il y a un autre élément il y a plein d'éléments qui ne nous aident pas aujourd'hui. La réglementation ne nous aide pas. Le législateur... Justement, quelles sont les limites? Donc, alors les limites, moi j'en vois plusieurs. D'abord, il y a une méconnaissance de la classe d'actifs. Meyer et Eric évangélisent depuis de nombreuses années, mais on est au tout début de l'histoire. Les chiffres sont méconnus. Je reviens sur mon chiffre. Fonds euro à 0,5% pendant 20 ans, vous récupérez 110. Private equity exceptionnel pendant 20 ans, même moyen. Private equity moyen pendant 20 ans, vous récupérez 1000. Bon. Plusieurs freins. Éducation, évangélisation, réglementaire. Le législateur aujourd'hui a très peur de faire investir les gens dans le non-coté. C'est une erreur. Il met des freins incroyables à la commercialisation du non-coté. C'est une erreur. On ne financera pas l'épargne longue et les retraites avec du fonds euro. Et enfin, les assureurs. Les assureurs, historiquement, ont été un peu frileux sur la promotion du private equity. Et aujourd'hui, ils perçoivent la nécessité impérieuse d'accompagner cette classe d'actifs et ils commencent à créer des poches de plus en plus performantes pour accompagner le private equity. Leur voix porte énormément, leurs réseaux de distribution sont colossaux, leur légitimité historique est incroyable.
C'est avec eux, avec le législateur, avec des distributeurs performants, qu'on arrivera demain à équiper le retail de produits performants de private equity pour une quote-part de leur épargne. Éric Pinon, comment faire pour pousser plus loin ses limites je pense que le plus important, mais on le dit tous les trois, et je ne faire que répéter, c'est que si vous voulez avoir de la clientèle satisfaite de l'allocation d'actifs que vous allez leur faire, je ne vais pas reprendre les chiffres que Frédéric a déjà sortis 2 fois, ce n'est pas en leur faisant des intérêts composés à 0,5% par an que l'affaire va être belle. Alors, ce qu'a dit Meyer, il est vrai, et ça c'est un actuaire spécialiste de l'obligataire qui vous parle, qu'effectivement, depuis plus de 30 ans, les taux d'intérêt ont baissé. Aujourd'hui, vous voyez des taux d'intérêt dans certains pays du monde qui vous font halluciner. Enfin, en France, je rappelle, il y a 25 ans, quand j'étais encore dans les marchés, on avait des 7,5% sur la dette d'État. Alors aujourd'hui, on est à moins 0,40. Alors effectivement, l'histoire est un peu différente. Donc, est-ce que ça veut dire que la France est le pays le plus safe du monde, avec 2200 milliards de dettes post-Covid? Il y a un sujet. Je pense que ce qui est très important de vous faire passer comme message, et je crois qu'on est tous les trois aussi convaincus, Frédéric dit qu'on le dit depuis longtemps, c'est que dans une allocation d'actifs, allez effectivement exposer, encore une fois, je n'aime pas dire autre chose, une partie du patrimoine de vos clients, et là je parle surtout d'une clientèle que vous avez le plaisir de côtoyer. Je ne doute pas que beaucoup d'entre vous ont la chance d'avoir que les family office très riches dont parlait Frédéric tout à l'heure, et que des clients, Meyer a dit qu'il dirait ce que c'est qu'un client riche, un client pas riche, donc je le laisserai faire, mais des clients à plus de 5 millions d'euros, même chez JP Morgan, chez je sais pas qui, HSBC ou je sais pas quoi, ils en ont pas des tonnes. Alors si vous en avez, dites-vous que vous avez de la chance. Et l'autre point, je dis ça, je dis rien, mais je sais qu'on est enregistré, donc je vais être prudent dans mes propos. Mais je pense que l'avantage de l'éducation que vous devez avoir avec vos clients, encore une fois, le fameux C du B2B2C, si nous, aujourd'hui, nous sommes là en train d'essayer de vous faire prendre conscience que dans le bi-intermédiaire que vous êtes, nous, spécialistes, sélectionnés par des gens comme Meyer ou par Frédéric, parce que tous les acteurs, sur les X milliers de produits proposés, ne sont pas de même niveau et de même qualité, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'est pas toujours très bon tous les ans, ça c'est un sujet, hein. La récurrence de la performance est un sujet important. Mais si vous permettez à vos clients de prendre conscience d'une allocation un peu plus longue, et j'insiste sur ce point, de leur dire qu'une partie de leur épargne peut profiter sur le moyen-long terme. Alors pour moi, le moyen-long terme, ça veut dire quoi ? Je me suis battu beaucoup, quand je dis oui, Éric Pinon, en tant que président de l'AFG, on s'est battu beaucoup sur l'histoire du PER. Nous avons fêté hier les 1 an du fameux plan d'épargne retraite de la post-loi Pacte. Pour l'instant, il est essentiellement assurantiel. Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas intégré, d'ailleurs techniquement c'est très compliqué sur la première année, il peut également être en compte-titre. Il n'est pas obligé d'être en assurance vie, mais peu importe. Le PER, pourquoi on s'est battu pour 2 sujets ? 1, pour permettre une option de sortie qui n'était pas systématiquement la rente au profit de la mutualisation, et donc l'option capital-rente, et nous avons gagné cette bataille, ça n'a pas été facile, mais on s'est beaucoup battu. Et deuxièmement, et là c'est le point important de la réunion de ce matin, c'est que nous nous sommes battus pour une allocation d'actifs la plus large possible. Parce que, et ça a été dit par Frédéric, et on le sait tous, alors vous avez des mots que vous entendez régulièrement, le fameux solvabilité 2, qui sont des réglementations assurantielles. Le problème, c'est quand on dit que les gens ne veulent pas de produits non cotés ou de produits effectivement long terme, c'est que parfois, les référencements dans les mondes assurantiels n'est pas possible. Il y a souvent des luttes là-dessus. Et ce qu'a dit Meyer est important, c'est que si vous voulez, et si nous voulons avec vous, c'est le message qu'on vous passe, permettre à vos clients d'aller dans ce monde-là, les assureurs ne répondent qu'à la demande. Ils ne répondent pas forcément en initiative de l'offre. Donc si vous amenez des clients et que vous demandez des produits de ce type, qu'ils soient des produits multigestion comme celui que Frédéric propose, ou que ce soit des produits directs de sociétés de gestion,
peu importe, je crois qu'il est utile que vous soyez force de demande, et grâce à ça, mais Meilleur le sait mieux que moi, eh ben vous aurez la capacité effectivement à retrouver une offre qui va s'élargir, et moi je dis dans 15 ans, puisqu'on s'est donné rendez-vous en 2035, donc on essaiera d'être là, dans 15 ans, là où on est à 0,50, peu importe les chiffres, là où vous avez encore à peu près 1600 milliards d'actifs en fonds en euros, eh ben oui, vous aurez, beaucoup plus d'UC, coté ou non coté, hein. L'un ne doit pas cannibaliser l'autre, mais sur le long terme, sur l'épargne retraite, je parlais du PER, sur la gestion que vous allez offrir à vos clients, il y aura des souvenirs de ceux qui n'auront pas profité du trou d'air sur les millésimes, comme on dit en termes techniques, qu'on utilise depuis quelques minutes, 2020, 2021, voire 2022, puisque je crains que le rebond de l'économie ne se fasse pas, malheureusement, en 3 mois. En attendant 2035, entre-temps, il faut financer la relance. Il y a aussi, on ne sait même pas dans quelle température on sera la planète d'ici 15-20 ans. Il y a plein d'autres défis auxquels font face aujourd'hui les sociétés d'investissement. Est-ce que ces besoins aujourd'hui, qui sont très forts, j'imagine aussi chez vos clients, comment les prendre en compte? Est-ce qu'ils sont suffisamment pris en compte, le défi climatique, le défi de la relance, et en même temps, il faut garder toujours en tête le rendement, parce que c'est ce que les clients demandent toujours in fine. Éric Pinon. Juste sur ce point, mais je laisserai Meilleur Frédéric compléter, c'est que le défi climatique dont vous parlez, vous savez, nous on a mis en place un label, pour revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, qui s'appelle le label ISR, Investissement Socialement Responsable. Les élections récentes font que sur l'ESG, qui veut dire environnement, social et gouvernance, le E est mis en avant partout. C'est bien moi j'ai aucun problème, il neige en septembre dans certaines stations de ski alors qu'on pense qu'il fait très chaud, il fait très chaud dans certains endroits où on pense qu'il devrait faire très froid, et j'en passe et des meilleurs. Moi je vous dis que dans le monde de demain, vos clients, nos clients indirectement, et les épargnants en général, ils auront envie d'une finance responsable. Qu'est-ce que ça veut dire une finance responsable? Ça veut dire une finance qui se soucie non plus uniquement de faire du placement financier court, mais bien de faire de l'aide à l'entreprise. Et ce que j'ai dit tout à l'heure maladroitement, que je vais essayer peut-être de dire plus clairement, c'est que si l'économie rebondira, si l'économie de demain est meilleure que celle du moment où nous parlons, eh bien ça serait quand même dommage qu'une grande partie des gens n'en profitent pas. Vous avez tous fait plus ou moins ces études. Le fameux taylorisme, quel était le principe de M. Taylor? M. Taylor, il avait pour objectif de produire ce qu'il consommait. Alors on est de moins en moins dans nos métiers ou dans nos mondes des sociétés de production, on est plus des sociétés dites de tertiaire, mais en tout état de cause, tout va rebondir. Et ça serait quand même dommage que ce profit, que ce développement, que cette économie qui va repartir, qui va se relancer, profite soit à des fonds d'investissement internationaux, parce que ce qu'on n'a pas dit, Frédéric l'a pas dit, mais il le sait bien, c'est qu'une grande partie des entreprises qui décollent, c'est valable dans la tech, dans la biotechnologie, sont des entreprises qui, comme elles ne trouvent pas de financement en France parce que nous ne sommes pas assez bons vendeurs, finissent par aller chercher des financements à l'international. Moi, j'ai fait une présentation sur France Biotech il y a quelques années, il y a 2 ans, où ils se plaignaient, parce que c'est très compliqué la biotech, mais peu importe, aujourd'hui, puisqu'on en parle versus le vaccin sur le Covid, on est dans une situation où il faut à peu près 3 financements successifs, avec des périodes décalées. Qu'est-ce qui se passe en France? L'entreprise peut avoir des bonnes idées, les ingénieurs que nous avons et les créateurs de produits sont très bons, et malheureusement, ils n'ont personne pour les suivre en 2e et 3e paiement. Résultat, les produits partent. Vous avez vu le scandale sur Sanofi il y a quelques semaines, où Sanofi vous dit que dès que j'aurai trouvé le vaccin, je l'enverrai aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont payé. C'est pas parce qu'ils sont pro-américains. C'est parce qu'ils rendent à ceux qui ont financé le projet ceux qu'ils auront réussi de trouver. Donc, profitons tous de faire, et ça je vous le dis, parce que j'ai fait le tour du monde, au sens littéral du terme, à l'époque on pouvait encore se balader au Japon, aux États-Unis et en Europe, dans beaucoup d'ambassades de France, au nom de l'AFG, et j'emmenais systématiquement des universitaires pour montrer que nous avons la chance, en France, d'avoir des gens qui ont des idées.
Et comme on disait dans un slogan il y a quelques années, on a des idées, on n'a peut-être pas d'énergie, donc profitez de ces idées pour financer ceux qui en ont, et là, tout le monde en profitera, vous parce que vous aurez permis à certains de faire des bons placements, et ceux qui les auront fait d'avoir des bons rendements. Dans ce que vous dites, Eric Pinon, il y a le problème quelque part on pourrait dire du gigantisme aujourd'hui aussi de certains fonds très importants, notamment américains, qui sont de plus en plus présents, bien sûr, aussi en investissement en Europe. Est-ce que c'est trop tard, finalement, pour qu'il y ait l'émergence? Il y a bien sûr des groupes très importants de private equity, d'investissement en France, mais est-ce que c'est trop tard pour rattraper ce retard? C'est pas trop tard, on est entre nous là, donc c'est filmé, mais je vous le dis quand même, 1600 milliards. 1600 milliards de fonds en euros. Si, je vous rappelle les chiffres, l'État français a, sur le projet européen qu'a soutenu l'Allemagne, ce qui est une chose exceptionnelle, poussé par le président Macron, à 40 milliards du financement. Monsieur Macron a dit qu'il mettait 300 milliards sur la table. Vous avez vos clients, et nous tous ici, on a 1600 milliards. Donc on sera des fonds énormes si on prend des risques. Effectivement, l'erreur que nous faisons depuis 40 ans, c'est d'avoir domicilié une partie de l'épargne des clients dans du court terme, de bas de bilan, et en l'occurrence systématiquement de faire ce qu'on appelle en termes techniques des rollings de position très courts. Si vous faites des placements longs, avec l'argent que vous avez le plaisir de conseiller, que nous avons le plaisir de gérer pour votre clientèle quand vous nous l'apportez, oui, nous serons aussi forts que les fameux fonds. Alors je rappelle les chiffres, bien sûr, sur 620 sociétés de gestion agréées par l'AMF aujourd'hui, 470 sont membres de l'AFG, les autres étant spécialistes complètement de l'immobilier ou du private investissement. Sur 470, je n'ai, à l'heure où nous parlons, que 8 membres qui ont plus de 100 milliards d'actifs gérés, dont un qui est Amundi, qui fait 1600 milliards à lui tout seul. Mais j'ai 100 membres qui gèrent moins de 50 millions. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Meyer tout à l'heure, à 50 millions, votre force de frappe est quand même un peu limitée, y compris votre force de diversification, par rapport à ce que disait Frédéric. Donc ne nous inquiétons pas de la taille des autres. Effectivement, le plus gros gérant d'actifs mondial, qui s'appelle BlackRock, gère 6300 milliards. Donc c'est vrai que c'est un peu plus gros, ça fait 4 fois le plus gros français, qui est par ailleurs le 6e mondial, mais on est dans une situation où je compte sur vous, et quand je dis je, mon métier, notre métier à tous, et vos clients comptent sur vous pour permettre cette diversification qui donnera le rendement des années futures. Peut-être un mot sur les géants. Parce que Fabio, vous êtes psychologiquement très imprimé, comme nous tous, par le monde du coté. BlackRock, pour ne pas le citer, fabrique un produit incroyable qui est un ETF coté. Donc ils fabriquent un indice. Ils ont une usine à fabriquer un indice. Et ils en collectent 1000 milliards par an. C'est magnifique. Le monde du non-coté est immense. Le monde du non-coté est immense et ne fait que démarrer. Dans le monde du non-coté, il y a des champions français, européens. L'histoire ne fait que démarrer. Et on est tous très impactés par le monde du coté. Et je dis, le monde du non-coté reste à découvrir. Vous avez posé quelques questions sur les enjeux que le non-coté doit adresser, les enjeux sociétaux. Bon. Aujourd'hui, les meilleurs fonds de private equity doivent répondre à des contraintes de sélection ESG, ISR extrêmement strictes pour donner du sens à ce qu'ils font. Les institutionnels ou les grandes familles qui les financent n'acceptent plus qu'on sponsorise des fabricants de plastique dégradé ou de ce genre de choses. Donc, l'industrie du private equity s'est imposée des contraintes environnementales ESG, ISR extrêmement strictes. C'est un incontournable. Maintenant, je reviens sur 2 enjeux sociétaux que le private equity va adresser. Un, la création d'emplois. Qui crée des emplois en France? Qui crée des emplois en Europe? Les ETI championnes. C'est souvent une critique Non, mais c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance majeure. Les sociétés sous LBO sont les sociétés les plus en croissance. Ce sont elles qui créent des emplois. Ce ne sont pas les entreprises étatiques ou les grandes sociétés du CAC 40 qui créent de l'emploi. Ce sont les ETI championnes. Le private equity sponsorise la création d'emplois sur le long terme. Premier point. Deuxième point majeur. On a tous acheté des fonds euros. Et heureusement, on en a besoin. C'est une espèce de caisse de trésorerie. Ça finance la dette de l'État. L'État en a besoin.
Nous ne financerons pas nos retraites, je l'ai dit tout à l'heure, avec des fonds euros. Donc l'autre mission sociétale du private equity, c'est le financement des retraites sur le long terme. Les États-Unis en la matière ont 30 ans d'avance sur nous. Les grands fonds de pension américains sont investis à 40% en non cotés, 20% en private equity, 20% en private debt, private immo, private infra, pour financer la retraite de leurs administrés. Chez nous, les contraintes réglementaires sont tellement fortes que le taux d'équipement en private equity reste minime. L'autre enjeu sociétal du private equity, vu le retour qu'il livre, c'est le financement de nos retraites à tous sur le long terme. Donc, en accompagnant ces fonds sur la durée, on se rend service et on participe au financement des retraites collectives. Je reviens sur un chiffre, Fabio. Du fonds euro pendant 20 ans, 100 devient 110. Pas 110 par an, 110 au bout de 20 ans. Vous vous êtes appauvri ? 100 en private equity moyen de gamme rapporte 1000 au bout de 20 ans. Ça vous donne une petite chance de financer vos retraites. Et comme l'a dit Meyer tout à l'heure, si sur une partie de votre patrimoine, pas l'intégralité, parce que de notre côté, il faut être capable de l'accepter dans son portefeuille, si sur une partie de votre patrimoine, vous avez créé une poche de private equity, vous avez sociétalement participé au financement des retraites collectives. Et du point de vue de la priorité environnementale, il y a bien sûr aussi des fonds thématiques qui fleurissent, voilà, des fonds impact. Est-ce qu'il faut plutôt aller vers ces fonds impact? Est-ce que vos clients, vous les conseillez, Meyer Halsegger, aller vers ces fonds ou bien on peut défendre la cause climatique d'une manière plus diluée dans des fonds plus généraux? Non, on ne peut pas commencer par des fonds impact. L'impact est partout. C'est comme l'écologie. Il n'y a pas de parti écologique. Tous les partis doivent faire de l'écologie. Et demain, ce sera complètement redondant de parler de fonds impact. En revanche, je peux partager à vous une expérience que nous faisons chez Cyrus. Nous avons mis en place une action philanthropique. Nous redistribuons 1% de notre résultat à des associations qui ont été choisies par les collaborateurs. Donc, par exemple, sur du non-coté, on va dire, voilà, sur l'ensemble des actifs qui seront collectés par la société, nous allons donner 10 centimes à des associations. Donc on collecte 50 millions, on a 50 000 euros qui vont vers nos 3 associations qui sont tournées autour de l'éducation et l'enfance. C'est une façon indirecte de participer, mais on ne rentre pas dans ce débat d'aller choisir des fonds spécifiques. Oui, on peut avoir des obligations vertes, mais on ne va pas commencer par là. Quand on ne sait pas faire une roulade avant, on ne cherche pas à faire un triple salto arrière. Donc apprenons à faire une roulade toute simple pour amener progressivement nos clients qui comprennent très bien, qui n'ont pas besoin d'avoir 100% de leur patrimoine liquide. Le débat et le défi que nous avons, parce que quand on parle des 1600 milliards d'assurance vie, ce ne sont pas les mêmes clients forcément. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir amener des clients ayant des patrimoines plus modestes vers cette typologie de classe d'actifs sans qu'ils soient pris à contre-pied? La question va être très simple, c'est qu'il faudra limiter à 5-10% de leurs actifs, mais on peut avoir 100 000 euros d'épargne totale, qui est le fruit pour beaucoup d'une vie de travail. Si on prend le patrimoine moyen, il n'y a aucune antinomie à avoir 7 000 euros sur les 100 000 euros qui vont nous servir pour nos vieux jours. En ayant aujourd'hui 62 ans, je sais que je ne vais pas avoir besoin de mon argent tout de suite. Donc c'est encore une fois cet aspect. Tout ça donne du sens à notre métier. Les conseillers en gestion de patrimoine font de la gestion de patrimoine, pas de la gestion financière. Donc la gestion de patrimoine, c'est mettre en adéquation un patrimoine avec des choix de vie personnels. Et donc tout ça, les taux d'intérêt négatifs, le non-coté, vont dans le sens de dire, oui, on remet l'église au milieu du village, et notre métier n'est pas de vendre des produits, même si nous en vivons, il est de structurer un patrimoine sur du long terme pour répondre aux objectifs de nos clients. Merci. Je ne vois pas de questions s'afficher de la salle ou à distance. Il est encore temps, si vous voulez. Allez-y. Et autrement, s'il n'y en a pas,
Je passerai peut-être à une dernière question pour tous les trois, pour conclure cette table ronde. Quel est aujourd'hui, pour vous, le principal risque et la principale opportunité à saisir? Peut-être risque et opportunité, ce que je peux vous dire que par moment, nous lisons bien les stratégies de contre-pied. Par exemple, notre filiale immobilière Eternam vient de créer un fonds roulement de tambour hôtelier. Ils sont fous, ouais, oui, les hôtels sont vides, oui, mais on lance un fonds hôtelier qui va avoir vocation à racheter des hôtels qui seront en transformation dans les 18 à 24 mois qui viennent, donc dont on sait que le taux d'occupation sur 2021 et 2022 sera de 0, mais on pense que c'est le bon moment pour acheter certaines classes d'actifs hôtelières, notamment il y a des fonds qui sont obligés de sortir, et voilà, donc là on a une opportunité, mais bien évidemment pas à mettre entre toutes les mains, mais pour ceux qui savent anticiper, voilà, c'est osé, mais le fonds s'appelle Alcyon et il va acheter des hôtels dans les 5 à 7 ans qui arrivent. Donc les hôtels, l'opportunité et le risque? Le risque, il est forcément élevé, même si on achète, on a le fonds, on a l'exploitation, donc bien évidemment, c'est du risque très élevé, donc on est au niveau de risque maximum, même si dans le fond, il va y avoir plusieurs hôtels. Mais on ne va pas le proposer à l'épargnant dont je vous parlais tout à l'heure, qui a 100 000 €. On va plutôt voir celui qui a au minimum plus de 5 millions d'euros de patrimoine. Éric Pinon, pour vous, quel est le sujet donc le plus sensible et le plus et la meilleure opportunité peut-être aujourd'hui pour le monde de l'investissement en Alors de façon peut-être beaucoup plus généraliste, pour moi le risque c'est que nous ayons tous, que vous ayez et que vos clients aussi, encore une vision du monde d'hier trop court terme. Passons à une vision long terme. Il n'y a pas de création de valeur et le mot existe, il est évoqué. J'ai sorti, quand je dis j'ai, l'AFG avec Inès de Dinchin, qui était ma vice-présidente à l'époque, nous avons sorti il y a 1 an un livre blanc sur l'éducation. Nous venons de sortir quelque chose que je devais distribuer aujourd'hui, mais qui va être distribué dans quelques jours sur les 12 recommandations pour le placement. Il n'y a pas de possibilité de faire du rendement avec de la liquidité garantie. Ce n'est plus possible. Sortez-vous ça de votre tête et surtout sortez-le de la tête de vos clients. Donc le risque, c'est d'essayer de faire de la diversification avec du court terme. L'avantage ou l'opportunité, c'est que j'imagine qu'aucun d'entre vous n'a jamais investi dans un fabricant de masques médicaux. Quand je vois combien on en consomme chacun par jour, il y a quand même des marchés. Alors, on les a payés très cher pour les premiers. J'entends des publicités d'un grand distributeur bien connu, breton, qui explique que la boîte de 10 vaut, je crois, presque 1 € ou 2 €, alors qu'on les a payés au début presque 1 € le masque. Donc, alors vous allez me dire, ils sont faits en Chine. OK, mais enfin, il va peut-être y avoir des gens qui vont les faire en France. Sur les tissus, les masques en tissu, ils ont des problèmes. C'est que, ça c'est un sujet que je traite dans le cadre de ma fonction au MEDEF, c'est que pourquoi il n'y a pas de masque en tissu dans les entreprises mis à disposition des collaborateurs? Parce que le masque doit être nettoyé par l'entreprise. C'est quand même une énorme connerie de vous à moi. Si on avait distribué des masques en tissu et que chacun prenait le soin de le nettoyer, ça serait mieux. Donc il y a des opportunités, bon, je vous prends l'exemple du masque, mais également sur la télécommunication. Vous êtes tous maintenant passés, alors on a tous un téléphone, mais maintenant on a tous une visioconférence, on a tous tout ça. Donc le monde de demain, il y aura des nouveaux marchés, des nouvelles entreprises, des nouvelles idées. Je ne vous parle même pas du vaccin sur le Covid, auquel je peux croire, mais enfin je rappelle qu'il y a certains virus, le sida en est un, qui malheureusement n'ont toujours pas de vaccin. Donc je ne sais pas si on y arrivera. Mais l'opportunité, c'est d'aller avec du long terme, permettre à certains, et en particulier des projets français, j'insiste là-dessus, même si ça ne se fait pas, on va dire européen pour être beaucoup plus pan-européen, mais d'aller vers effectivement des bons et des bonnes idées que vous aurez grâce à vos bonnes idées et ce que Meyer vous propose ou d'autres. Effectivement, mes membres également ont des idées pour le placement long terme de demain. Donc, risque que vous soyez encore une vision courte, opportunité, vous aurez des bonnes occasions de faire de bonnes affaires sur les projets de demain. Merci. Frédéric Stollard, le mot de la conclusion pour vous. Mais le risque, c'est de passer à côté d'une opportunité historique. Je vais vous donner un autre chiffre, Fabio. JP Morgan, qui est une des plus grandes banques privées au monde, gère 500 milliards de dollars d'actifs. Le taux d'équipement en private equity de JP Morgan est de 20%.
Aujourd'hui, ça fait 70 ans qu'ils évangélisent sur le private equity. Le client moyen de JP, dans le monde, est équipé à 20% en private equity. À l'heure où on se parle, le taux d'équipement moyen en private equity en Europe est de 0,3%. Nous avons une chance. Covid fait baisser les prix des entreprises. La fenêtre de tir historique 21-22, nous ne sommes pas investis en private equity, c'est maintenant qu'il faut y aller. Nos retraites de 20 ans ou de 30 ans, elles se financent maintenant en saisissant la fenêtre historique qui se présente à nous. Ce n'est pas en finançant la dette d'État à zéro qu'on accompagnera la retraite des Français sur le long terme. Donc l'opportunité historique, accompagner le financement en private equity aujourd'hui pour rattraper un retard de 50 ans d'équipement en Europe. Merci Ferrari Stolar, merci Eric Pinon, merci Meir Azoghi. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de salon patrimonial.